On vous a menti. Une déconvenue amère tant le mensonge était à la hauteur de l'espérance. Un épisode d'une série très populaire, on pourrait décider du destin du personnage principal. Dans la pop culture, le concept est apparu dans les années 70 avec les livres dont vous êtes le héros, une littérature interactive et jouissive mais qui n'a jamais laissé de chef-d'œuvre. Dans le jeu vidéo, on retrouve trace du premier jeu interactif avec Wonder en 1974, une aventure textuelle où le choix de la page est remplacé par des actions écrites au clavier. En 1967, le film Kino Automate, présenté à l'Expo universelle de Montréal, permettait de faire 9 choix cruciaux durant son récit. Il faudra attendre ensuite le développement de l'industrie vidéoludique, puis plus tard du DVD, pour que l'interactivité explose et atteigne la population avant de devenir un concept de niche, une curiosité passagère. Mais le cas de Black Mirror Bandersnatch est particulier. Lorsque l'épisode est annoncé pour une sortie fin 2018, 138 millions de personnes sont abonnées à Netflix. Le projet est donc une super production qui touchera bien plus de monde que les jeux de Quantic Dream, réputés en la matière, ou les dessins animés présents sur la plateforme de streaming qui ont agi comme un test de viabilité. Pourtant, dire que Bandersnatch a déçu un certain nombre d'entre vous est un doux euphémisme. Pas assez de choix, une histoire moins profonde que le reste de la série, un récit méta qui en a laissé plus d'un sur le bas-côté. Netflix nous avait pourtant fait rêver en teasant un contrôle sur la vie de Stéphane, jeune programmeur qui va sombrer dans la paranoïa pour mener à bien son projet de jeu vidéo, le tout situé dans la période nostalgique des années 80. Pourtant, malgré sa promesse interactive et nos propres choix, l'épisode ne cessera de vouloir nous emmener vers une fin amère, sans réelle possibilité d'influer sur le destin du héros. Mais si le mensonge était en fait ailleurs ? Et si finalement Bandersnatch était arrivé à son but ? Car réduire Bandersnatch à cette simple analyse d'interactivité limitée serait une erreur. Car, comme pour le diable, la vérité se cache parfois dans les détails. Mais revenons d'abord à l'histoire de cet épisode. Angleterre, 1984. Stéphane est un jeune programmeur qui rêve d'adapter Bandersnatch, un livre de science-fiction dont vous êtes le héros en jeu vidéo. Il vit avec son père qui s'inquiète de la personnalité de son rejeton, dépressif et affable. Mais ce jour-là, Stéphane a une réunion avec la société Tuckersoft, leader sur le marché, qui lui propose de produire son jeu. L'épisode interactif commence réellement lors de ce choix, refuser ou accepter cette aide. Auparavant, seule la musique ou le choix du petit déjeuner était proposé aux spectateurs. Si vous prenez la mauvaise solution, accepter l'aide et donc finir par avoir un jeu bâclé. Désolé mec, mauvais chemin. Et votre verdict ? 0 étoile sur 5, horrible. Ouf. Stéphane, je vais recommencer. L'épisode opère un mini-retour dans le passé pour vous reproposer le choix. On fera une petite équipe rien que pour toi, et bien sûr Colin sera de la partie. Alors ça te tente ? Ah, et j'embauche un spécialiste son la semaine prochaine, donc pour la musique ce sera en interne, tout sera fait ici. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Non. En fait, je veux dire oui, j'ai envie de concevoir votre jeu, mais je crois qu'il faut que je... Mais étrangement, Stéphane semble s'en rendre compte. De là va commencer la lente descente aux enfers de notre héros, conscient des changements de réalité qui s'opèrent autour de lui. L'épisode n'aura de cesse de parsemer des références pour nous titiller l'esprit et dénoncer les faux semblants. D'abord par des autoréférences à la série. De nombreuses fois dans le récit, un mystérieux symbole apparaît que l'on aperçoit déjà dans l'anthologie dans l'épisode Whitebeard. Un épisode qui raconte l'histoire d'une femme coupable du meurtre d'un enfant qui se retrouve dans un parc d'attractions dédié à une souffrance éternelle.
Des visiteurs payent pour participer à ce lynchage quotidien après un subtil effacement de mémoire de la coupable. Le symbole apparaît alors à de nombreuses reprises lorsqu'elle regarde les écrans que tiennent ses geôliers amuseurs qui la manipulent. Ce n'est pas un hasard si ce même sigle apparaît dans Bandersnatch, qui peut à la fois signifier que nous sommes là pour voir souffrir Stéphane, ou ironiquement, si nous ne sommes pas nous-mêmes manipulés. Bandersnatch a aussi puisé dans de nombreuses œuvres de fiction qui traitent de la folie et de la paranoïa. On peut ainsi observer l'importance du miroir dans le récit dès la première scène où Stéphane regarde son reflet en prenant ses antidépresseurs. Car le miroir est un objet hautement symbolique en littérature et au cinéma, reflet de l'âme et des humeurs du héros, mais qui cache aussi un autre monde. Stéphane le traversera même pour retrouver sa peluche en forme de lapin, indirectement responsable du décès de sa mère. Une référence directe à Lewis Carroll et à Alice dans la traversée du miroir, chantre d'un récit loufoque, rempli de faux-semblants où les règles de l'univers semblent inversées. Pour appuyer la référence à cette littérature irrationnelle, les créateurs sont même allés jusqu'à emprunter le nom d'une de ces créatures, le Bandersnatch pour le titre de l'épisode, et aussi pour le nom de cette créature qui surgit à de nombreux moments du récit. Une créature qui, comme le Minotaure, garde le labyrinthe narratif. Il apparaît parfois sous forme de pilule, de némésis lors d'un mauvais choix, ou tout simplement dans un écran en forme pixelisée. Un rappel constant au spectateur actif qu'il est épié, observé, dans sa recherche d'une ou plusieurs sorties éventuelles. Mais serait-il possible qu'il n'y en ait aucune ? À la manière du fil d'Ariane, c'est Colin, autre personnage important, qui est là autant pour aider Stéphane au nom de la vérité cachée, mais aussi de perdre le spectateur. Programmeur à succès, il devient vite le mentor de Stéphane, lui instillant les premiers germes de la folie. Il y a des messages cachés dans tous les jeux. Comme Pac-Man, tu sais ce que Pac signifie ? P-A-C. Programme and control, c'est-à-dire l'homme qui peut programmer et contrôler. Le jeu entier est une métaphore. Il croit détenir le libre arbitre, mais en fait il est coincé dans un labyrinthe, dans un système où il est condamné à consommer. Il est poursuivi par des démons qui ne sont sûrement que dans sa tête. Et même s'il parvient à s'échapper en disparaissant par les bords du labyrinthe, ce qui se passe, c'est qu'il se repointe direct de l'autre côté. Tout le monde croit que c'est un jeu, mais il n'y a rien d'amusant là-dedans. C'est un putain de cauchemar. Et le pire, c'est que tout est vrai. Et c'est notre vie. Ironie de l'histoire, cette séquence chez Colin s'avéra être une dead end, qu'importe le choix que vous fassiez. Comme si les révélations entendues lors de cette rencontre ne pouvaient que s'effacer à cause de leur dangerosité, finissant même par l'apparition du Bandersnatch, réellement matérialisé et gardien caché du récit. Car la théorie de Pac-Man n'est pas la seule chose intéressante que Colin révèle à Stéphane. Tout n'est que code. Si jamais tu tends l'oreille, tu peux même entendre les chiffres. Cette référence à Matrix, œuvre qui a si bien montré le renversement d'une réalité à une autre, n'est pas anodine. Mais il y en a une autre, plus cachée, qui mérite notre attention particulière. L'affiche d'Ubik, se mouvant sous les effets du LSD. Ubik est un roman de Philip K. Dick sorti en 1969 et qui reste l'un des monuments de la science-fiction. Pourquoi ? Car plus de 50 ans après sa sortie, le livre pose encore des questions sur notre perception de notre réalité. Il est même difficilement résumable tant l'auteur a joué avec des faux-semblants et récits parallèles. Joe Chip travaille pour une entreprise chargée de défendre d'autres sociétés contre un espionnage industriel psychique. Mais lors d'un rendez-vous sur la Lune, avec une équipe d'experts, son patron est tué dans un attentat. De là, le livre va mélanger déliquescence du temps, univers parallèle et questionnement existentiel. À tel point que le protagoniste se questionnera sur sa réalité et sur sa mort. Juste en montrant Stéphane admirer cette bombe d'Ubik, objet récurrent du livre susnommé, c'est en fait un énorme panneau de signalisation démontrant que l'épisode jouera avec le temps et les réalités et que le contrôle et la manipulation du héros pourraient en fait être tout autre. Mais comment les auteurs de Bandersnatch ont-ils réussi à faire croire un récit ancré de manipulation et de faux-semblants ? Très clairement en s'inspirant du réel. Il faut pour cela revenir à l'histoire de base. Si Stéphane veut faire son jeu à partir d'un roman de SF, c'est qu'il est fasciné par son auteur, Jerome F. Davis.
Le jeune programmeur se réfère beaucoup à la biographie de l'auteur pour se mettre dans la peau de ce génie créatif qui serait tombé peu à peu dans la folie. On sait que l'auteur, après avoir achevé son œuvre, aurait décapité sa femme, après avoir été persuadé que quelqu'un manipulait ses actions. Stéphane, au fur et à mesure, se rend compte qu'il subirait cette manipulation de force extérieure et métaphysique. Il commence à dessiner la même forme, celle dont nous parlions plus tôt, de manière frénétique. Au-delà de la référence à un épisode de Black Mirror, ce dessin signifierait aussi un embranchement, la base correspondant au choix et les extrémités aux conséquences. Mais quelque chose frappe l'esprit lorsqu'on apprend que l'auteur aurait largement composé son œuvre sous LSD. Car un auteur qui a réellement existé avant lui avait aussi expérimenté l'écriture sous psychotrope. C'est d'ailleurs l'auteur d'Ubik, le légendaire Philip K. Dick. Considéré comme l'un des auteurs ayant révolutionné le genre, K. Dick est l'objet d'un culte qui débordera dans le fantasme. L'adaptation au cinéma de ses romans ont marqué l'industrie. Blade Runner, Total Recall, Minority Report, c'est lui. Des récits forts, comme Le Maître du Haut Château, racontant la victoire des nazis, tellement réaliste et horrible que l'auteur refusera d'en faire une suite pour ancrer cette fiction dans le réel. Car Philip K. Dick est le roi des réalités et des faux-semblants. Ces personnages se sentent observés, manipulés et surtout impuissants face aux événements. Bandersnatch est présenté d'ailleurs comme un récit limbératique où le gouvernement manipule, représenté par les quelques moments du jeu que l'épisode veut bien nous montrer. Philip K. Dick se disait lui-même paranoïaque et avait pu par exemple consulter ses dossiers au FBI et à la CIA au fil des années. Une paranoïa due aussi aux drogues qu'il pouvait ingérer, comme des cocktails d'amphétamine, du speed et même de la mescaline, qui lui ont permis d'écrire à toute vitesse ou de dépasser des moments difficiles de sa vie. Et pour le LSD, Philip K. Dick a admis qu'il en avait pris, mais peu de fois, contrairement à la légende qu'il a lui-même forgée. De cette expérience, il tira des scènes d'Ubik, Substance Mort ou encore Au bout du labyrinthe. Stéphane lui aussi, dans Bandersnatch, expérimente le LSD comme une fanatisation morbide de l'auteur du livre. Il prend aussi des médicaments, comme K. Dick, même si on ne sait pas ce qu'ils contiennent, du moins au début. Le héros devient de plus en plus soupçonneux, notamment envers son père. Certaines actions qu'il fait lui sont même refusées. Nous sommes donc bien dans ce qu'on peut appeler un récit dickien. Alors Stéphane est-il manipulé ? Dans un des embranchements du récit, c'est le cas. On apprend que le père serait en fait un scientifique qui a décidé d'introduire un traumatisme chez Stéphane, devenant un sujet d'étude pour la manipulation mentale. Le père de Stéphane lui donnerait alors des drogues sous forme de pilules pour lui faire oublier la fausseté de ses souvenirs. En décidant d'arrêter d'en consommer, la réalité lui serait parvenue petit à petit. Mais si je vous disais que cette paranoïa n'est pas si irréaliste ? En 1975, un scandale touche les États-Unis, le FBI et la CIA. Quelqu'un vient de déterrer un ancien projet secret, nom de code MKUltra. Au début de la guerre froide, le gouvernement américain craint que les communistes et autres agents ennemis puissent infiltrer l'État. La CIA va mettre en place un programme d'armes chimiques qui pourrait contrôler l'esprit, voire créer un sérum de vérité très puissant. Le programme est créé en 1951 et nommé Mind Control Ultra, le cas faisant référence aux nombreux scientifiques allemands travaillant sur le programme. Le LSD est souvent utilisé pour expérimenter auprès de cobayes, d'abord dans des centres pour toxicomanes, allant même jusqu'à l'injection de doses chez des personnes lambda observées par la CIA. Le programme fera même un mort, le Dr Frank Olson, qui après l'ingestion d'un verre au LSD, se suicidera en se jetant du 10e étage de son hôtel. Faute d'avancer sur le contrôle de l'esprit, le projet s'arrêtera au début des années 70. Ces recherches vont pendant longtemps influencer les œuvres de fiction, comme dernièrement avec Stranger Things. Dans Bandersnatch, par contre, la manipulation est assez floue. Que cherche vraiment le père de Stéphane ? En fait, toutes ces questions n'ont que peu d'importance, elles ne sont que des diversions. Des diversions pour le véritable sujet de l'épisode, caché là dans le sous-texte. Car en fait, ne serions-nous pas, spectateurs, le véritable cobaye de ces expériences ? Car au final, avons-nous le choix ?
Aujourd'hui, dans notre société, où la publicité est ciblée, on nous vous dit quelle étude il faut faire, comment réussir dans la vie, quelle banque choisir, où partir en vacances. Avons-nous encore notre libre arbitre face à la pression de l'entourage, du travail, de l'argent ? Stéphane l'explique très bien dans la vraie fin de l'épisode, lorsqu'ayant tué son père et dissimulé son cadavre, il arrive enfin à finir Bandersnatch. Le jeu est un chef-d'œuvre. Comment y est-il arrivé alors qu'il était bloqué dans sa conception ? Il l'explique lui-même. Je voulais laisser trop de choix aux joueurs. Donc j'ai revu ma copie et j'ai enlevé plein de trucs. Du coup, le joueur a l'illusion qu'il a le contrôle, alors qu'en fait, c'est moi qui décide de la fin du jeu. Cette phrase est intéressante car on pourrait faire un parallèle avec le processus de création de l'épisode. Les scénaristes ont ainsi déclaré dans plusieurs interviews qu'ils avaient écrit plusieurs fins que l'on ne verra jamais et d'autres scènes qui n'ont jamais été incluses. Pourquoi ? On peut supposer qu'un récit trop tentaculaire aurait perdu le spectateur lambda et que finalement la production a décidé de limiter les choix comme Stéphane avec son jeu. Nous parlions dans la première partie d'un labyrinthe, mais un labyrinthe a toujours qu'une seule sortie. Cette morale est le point de bascule final de l'épisode car elle intervient dans ce qui est considéré comme la bonne fin de Bandersnatch, preuve en est avec le générique qui n'apparaît nulle part ailleurs. Aucune autre fin n'est réellement satisfaisante et on nous a poussé à faire ce qu'on voulait faire depuis le début, aider Stéphane à créer son jeu, quitte à tout faire et à tout accepter pour atteindre ce but. Ce qui a été vendu comme une expérience interactive n'en est finalement rien et on reconnaît bien la patte de la série Black Mirror. Car au final, a-t-on vraiment choisi quelque chose d'important ou nous a-t-on forcé à atteindre le résultat voulu ? C'était d'ailleurs bien le but de départ des créateurs de la série. À l'origine, c'est bien Netflix qui est allé voir les scénaristes en leur demandant un épisode interactif. My initial thought was no. I won't do that. I think we only wanted to do it if we thought it was adding an extra layer thematically. We didn't really want it to feel like it was just a gimmick. Pourtant, l'idée leur resta dans la tête avant d'avoir le déclic quelques mois plus tard. Voilà comment il l'explique dans un mini-documentaire consacré à l'épisode. How about if we did a story about fascinating new technology that's around fascinating new technology? C'est là où réside la force de Black Mirror, nous dépeindre les limites et les possibles abus de la technologie. Sauf qu'ici la critique vient de l'épisode en lui-même, l'interactivité, et non pas de son récit. L'épisode nous a manipulés, nous renvoyant notre sentiment de toute puissance pour nous faire comprendre que nous avons déjà perdu le contrôle dans une mise en abîme du héros. Stéphane, c'est nous, et l'interactivité, sous des signes de liberté accordés aux joueurs ou aux spectateurs, pourrait nous enlever à terme notre libre arbitre. Pourrait, en fait, c'est déjà le cas. Un mois après la sortie de l'épisode, un article de The Verge dévoile l'un des secrets les mieux gardés de Bandersnatch. Il indique que l'épisode en lui-même pourrait permettre à Netflix de surveiller ses utilisateurs, de quantifier leurs choix et avoir des métadonnées pour leur propre fiction. La plateforme pourrait alors décider grâce à des pourcentages ce qui a le plus plu aux spectateurs pour leur apporter pourquoi pas une fiction adaptée comme peuvent faire les pubs sur les sites internet de nos jours. Le choix du début entre deux paquets de céréales ne signifierait pas aussi le début de placement de produits ? La théorie de Colin sur Pac-Man pourrait-elle définir en fait le spectateur de Netflix enfermé dans une boucle de choix, adulé par la consommation excessive de séries, attiré par d'autres via des recommandations qui ne laisseraient peu de place au libre arbitre ? En tout cas, on ne peut relever que le cynisme de la situation, car Black Mirror est lui-même devenu un outil de contrôle et de manipulation.